Ma mère ne vint pas, et sans ménagement pour mon amour-propre, engagée à ce que la fable de la recherche dont elle était censée m'avoir prié de lui dire le résultat ne fût pas démentie, me fit dire par Françoise ces mots. Il n'y a pas de réponse. Que depuis j'ai si souvent entendu des concierges de palace ou des valets de pied de tripot rapporter à quelques pauvres filles qui s'étonnent. Comment? Il n'a rien dit? Mais c'est impossible. Vous avez pourtant bien remis ma lettre. C'est bien, je vais attendre encore. Et, de même qu'elle assure invariablement n'avoir pas besoin du bec supplémentaire que le concierge veut allumer pour elle, il reste là, n'entendant plus que les rares propos sur le temps qu'il fait, échangés entre le concierge et un chasseur qui l'envoie tout d'un coup, en s'apercevant de l'heure, faire rafraîchir dans la glace la boisson d'un client. Ayant décliné l'offre de Françoise de me faire de la tisane ou de rester auprès de moi, je la laissai retourner à l'office. Je me couchai et je fermai les yeux, en tâchant de ne pas entendre la voix de mes parents qui prenaient le café au jardin. Mais au bout de quelques secondes, je sentis qu'en écrivant ce mot à maman, en m'approchant, au risque de la fâcher si près d'elle que j'avais cru toucher le moment de la revoir, je m'étais barré la possibilité de m'endormir sans l'avoir revue. Et les battements de mon cœur, de minute en minute, devenaient plus douloureux, parce que j'augmentais mon agitation en me prêchant un calme qui était l'acceptation de mon infortune. Tout à coup, mon anxiété tomba. Une félicité m'envahit, comme quand un médicament puissant commence à agir et nous enlève une douleur. Je venais de prendre la résolution de ne plus essayer de m'endormir sans avoir revu maman, de l'embrasser coûte que coûte, bien que ce fût avec la certitude d'être ensuite fâchée pour longtemps avec elle, quand elle remonterait se coucher. Le calme qui résultait de mes angoisses finies me mettait dans une allégresse extraordinaire, non moins que l'attente, la soif et la peur du danger. J'ouvris la fenêtre sans bruit et m'assis au pied de mon lit. Je ne faisais presque aucun mouvement afin qu'on ne m'entendît pas d'en bas. Dehors, les choses semblaient, elles aussi, figées en une muette attention à ne pas troubler le clair de lune, qui, doublant et reculant chaque chose par l'extension devant elle de son reflet, plus dense et concret qu'elle-même, avait à la fois aminci et agrandi le paysage comme un plan replié jusque-là qu'on développe. Ce qui avait besoin de bouger, quelques feuillages de marronnier, bougeaient. Mais son frissonnement minutieux, total, exécuté jusque dans ses moindres nuances et ses dernières délicatesses, ne bavait pas sur le reste, ne se fondait pas avec lui, restait circonscrit. Exposé sur ce silence qui n'en absorbait rien, les bruits les plus éloignés, ceux qui devaient venir de jardins situés à l'autre bout de la ville, se percevaient détaillés avec un tel fini qu'il semblait ne devoir cet effet de lointain qu'à leur pianissimo. Comme ces motifs en sourdine si bien exécutés par l'orchestre du conservatoire, que, quoiqu'on n'en perde pas une note, on croit les entendre cependant loin de la salle du concert, et que tous les vieux abonnés, les sœurs de ma grand-mère aussi, quand Swann leur avait donné ses places, tendaient l'oreille, comme s'ils avaient écouté les progrès lointains d'une armée en marche, qui n'aurait pas encore tourné la rue de Trévise. Je savais que le cas dans lequel je me mettais était de tous celui qui pouvait avoir pour moi, de la part de mes parents, les conséquences les plus graves. Bien plus graves en vérité qu'un étranger n'aurait pu le supposer, de celles qu'il aurait cru que pouvaient produire seules des fautes vraiment honteuses. Mais dans l'éducation qu'on me donnait, l'ordre des fautes n'était pas le même que dans l'éducation des autres enfants. Et on m'avait habituée à placer avant toutes les autres, parce que sans doute, il n'y en avait pas contre lesquelles j'eusse besoin d'être plus soigneusement gardée, celles dont je comprends maintenant que leur caractère commun est qu'on y tombe en cédant à une impulsion nerveuse. Mais alors on ne prononçait pas ce mot, on ne déclarait pas cette origine qui aurait pu me faire croire que j'étais excusable d'y succomber, ou même peut-être incapable d'y résister. Mais je les reconnaissais bien à l'angoisse qui les précédait comme à la rigueur du châtiment qui les suivait,
et je savais que celles que je venais de commettre étaient de la même famille que d'autres pour lesquelles j'avais été sévèrement punie, quoiqu'infiniment plus graves. Quand j'irai me mettre sur le chemin de ma mère, au moment où elle monterait se coucher, et qu'elle verrait que j'étais restée levée pour lui redire bonsoir dans le couloir, on ne me laisserait plus rester à la maison. On me mettrait au collège le lendemain, c'était certain. Eh bien, dussé-je me jeter par la fenêtre 5 minutes après, j'aimerais mieux encore cela. Ce que je voulais maintenant, c'était maman. C'était lui dire bonsoir. J'étais allée trop loin dans la voie qui menait à la réalisation de ce désir pour pouvoir rebrousser chemin. J'entendis les pas de mes parents qui accompagnaient Swann, et quand le grelot de la porte m'eut averti qu'il venait de partir, j'allai à la fenêtre. Maman demandait à mon père s'il avait trouvé la langouste bonne, et si monsieur Swann avait repris de la glace au café et à la pistache. Je l'ai trouvé bien quelconque, dit ma mère. Je crois que la prochaine fois, il faudra essayer d'un autre parfum. Je ne peux pas dire comme je trouve que Swann change, dit ma grand-tante. Il est d'un vieux. Ma grand-tante avait tellement l'habitude de voir toujours en Swann un même adolescent qu'elle s'étonnait de le trouver tout à coup moins jeune que l'âge qu'elle continuait à lui donner. Et mes parents, du reste, commençaient à lui trouver cette vieillesse anormale, excessive, honteuse et méritée des célibataires, de tous ceux pour qui il semble que le grand jour qui n'a pas de lendemain soit plus long que pour les autres, parce que pour eux, il est vide, et que les moments s'y additionnent depuis le matin, sans se diviser ensuite entre des enfants. Je crois qu'il a beaucoup de soucis avec sa coquine de femme qui vit au-dessus de tout Combray avec un certain monsieur de Charlus. C'est la fable de la ville. Ma mère fit remarquer qu'il avait pourtant l'air bien moins triste depuis quelque temps. Il fait aussi moins souvent ce geste qu'il a tout à fait comme son père de s'essuyer les yeux et de se passer la main sur le front. Moi, je crois qu'au fond, il n'aime plus cette femme. Mais naturellement, il ne l'aime plus, répondit mon grand-père. J'ai reçu de lui, il y a déjà longtemps, une lettre à ce sujet, à laquelle je me suis empressée de ne pas me conformer, et qui ne laisse aucun doute sur ses sentiments, au moins d'amour, pour sa femme. Eh bien, vous voyez, vous ne l'avez pas remercié pour l'Asti, ajouta mon grand-père en se tournant vers ses deux belles-sœurs. Comment? Nous ne l'avons pas remercié. Je crois, entre nous, que je lui ai même tourné cela assez délicatement, répondit ma tante Flora. Oui, tu as très bien arrangé cela. Je t'ai admirée, dit ma tante Céline. Mais toi, tu as été très bien aussi. Oui, j'étais assez fière de ma phrase sur les voisins aimables. Comment? C'est cela que vous appelez remercier? S'écria mon grand-père. J'ai bien entendu cela, mais du diable si j'ai cru que c'était pour Swann. Vous pouvez être sûr qu'il n'a rien compris. Mais voyons, Swann n'est pas bête. Je suis certaine qu'il a apprécié. Je ne pouvais cependant pas lui dire le nombre de bouteilles et le prix du vin. Mon père et ma mère restèrent seuls et s'assirent un instant. Puis mon père dit « Eh bien, si tu veux, nous allons monter nous coucher. »« Si tu veux, mon ami, bien que je n'ai pas l'ombre de sommeil. Ce n'est pas cette glace au café si anodine qui a pu pourtant me tenir si éveillée. Mais j'aperçois de la lumière dans l'office, et puisque la pauvre Françoise m'a attendue, je vais lui demander de dégrafer mon corsage pendant que tu vas te déshabiller. » Et ma mère ouvrit la porte treillagée du vestibule qui donnait sur l'escalier. Bientôt je l'entendis qui montait fermer sa fenêtre. J'allais sans bruit dans le couloir. Mon cœur battait si fort que j'avais de la peine à avancer. Mais du moins il ne battait plus d'anxiété, mais d'épouvante et de joie. Je vis dans la cage d'escalier la lumière projetée par la bougie de maman. Puis je la vis elle-même. Je m'élançai. À la première seconde, elle me regarda avec étonnement, ne comprenant pas ce qui était arrivé. Puis sa figure prit une expression de colère. Elle ne me disait même pas un mot. Et en effet, pour bien moins que cela, on ne m'adressait plus la parole pendant plusieurs jours. Si maman m'avait dit un mot, ça aurait été admettre qu'on pouvait me reparler. Et d'ailleurs, cela peut-être m'eût paru plus terrible encore, comme un signe que devant la gravité du châtiment qui allait se préparer, le silence, la brouille, eussent été puérils. Une parole c'eût été le calme avec lequel on répond à un domestique quand on vient de décider de le renvoyer. Le baiser qu'on donne à un fils qu'on envoie s'engager
alors qu'on le lui aurait refusé si on devait se contenter d'être fâché 2 jours avec lui. Mais elle entendit mon père qui montait du cabinet de toilette où il était allé se déshabiller, et, pour éviter la scène qu'il me ferait, elle me dit, d'une voix entrecoupée par la colère: Sauve-toi, sauve-toi, qu'au moins ton père ne t'ait vu ainsi attendant comme un fou. Mais je lui répétais: Viens me dire bonsoir. Terrifiée en voyant que le reflet de la bougie de mon père s'élevait déjà sur le mur, mais aussi usant de son approche comme d'un moyen de chantage, espérant que maman, pour éviter que mon père me trouvât encore là si elle continuait à refuser, allait me dire: Rentre dans ta chambre, je vais venir. Il était trop tard. Mon père était devant nous. Sans le vouloir, je murmurai ces mots que personne n'entendit. Je suis perdue.